Ces hommes étaient des tueurs au cœur froid qui ont pris des vies et laissé des familles débrisées. Mais que se passe-t-il lorsque le chasseur devient soudain le chassé? Nous vous emmenons dans la salle d'audience, où nous nous retrouvons face à face avec ces monstres et assistons aux réactions glaçantes que suscite leur condamnation. C'est parti. Jeffrey Dahmer. Très peu de tueurs atteignent la dépravation du crime de Jeffrey Dahmer, et ce n'est pas parce qu'il était le pire des tueurs. C'est plutôt la froideur et le détachement avec lesquels il commettait ses meurtres qui ont fait de son cas un cas à part. Obsédé par le contrôle, Dahmer a brutalement assassiné et démembré 15 jeunes hommes simplement parce qu'il ne voulait jamais qu'ils le quittent. Nous nous rendons au tribunal du comté de Milwaukee, dans le Wisconsin, où Dahmer est sur le point d'être condamné pour son crime horrible et où les détails sanglants de ses crimes sont mis à nu dans la salle d'audience. Celui que l'on appellera plus tard le cannibale de Milwaukee ou le monstre de Milwaukee a d'abord été un enfant ordinaire. Jeffrey Lionel Dahmer est né le 21 mai 1960 de parents qui consacraient peu de temps à leur fils. Cependant, chaque fois que son père, chimiste analytique, était présent, ils se promenaient tous les deux. C'est au cours de l'une de ces nombreuses promenades que le jeune Dahmer a développé une fascination pour les animaux morts, et plus particulièrement pour leurs os. Une fois, Dahmer a demandé à son père, Lionel, ce qui se passerait si les os de poulet étaient remplacés dans de l'eau de Javel. Lionel, heureux de ce qu'il croyait être la curiosité scientifique de son fils, lui montra comment blanchir et conserver les os d'animaux en toute sécurité. Dahmer a intégré ces techniques de conservation dans sa collecte d'os. Il a également commencé à ramasser des animaux morts, notamment des animaux tués sur la route, qu'il disséquait et enterrait à côté de la maison, les crânes étant parfois placés sur des croix de fortune. À la puberté, Dahmer découvre son homosexualité, mais n'en parle pas à ses parents. À la même époque, il a commencé à fantasmer sur la domination et le contrôle d'un partenaire masculin totalement soumis, avec une attention particulière pour les poitrines et les torses. À l'âge de 18 ans, il a commis son premier meurtre après avoir attiré Stephen Hicks, un autostoppeur, chez lui, alors que ses parents étaient absents, en lui promettant une bière. À partir de là, Jeffrey Dahmer a assassiné 16 autres homosexuels au cours de sa vie d'adulte, 2 de ses victimes étant âgées de 14 ans. Il les droguait avant de les démembrer et de conserver des parties de leur corps, notamment le crâne, le torse et les pieds. Dahmer a même cannibalisé certaines de ses victimes. Le 22 juillet 1991, Jeffrey Dahmer a finalement été arrêté après qu'une de ses victimes se soit échappée et ait amené la police à son appartement. Son procès a fait sensation et a suscité beaucoup d'émotions. La douleur et le chagrin des familles de ses victimes étaient évidents. La défense de Dahmer a opté pour l'argument de la folie, mais cela n'a pas fonctionné. Au final, Dahmer a été reconnu coupable de 15 chefs d'accusation de meurtre au premier degré, auquel s'est ajouté un autre chef d'accusation par la suite. Au total, il a été condamné à 16 peines de prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Jeffrey Dahmer, avec son habituel détachement, a réagi à sa condamnation en prononçant les mots suivants dans la salle d'audience. Gary Ridgway. Si les crimes de Dahmer ont fait froid dans le dos, on peut affirmer sans risque de se tromper que ceux de Gary Leon Ridgway ont été encore plus brutaux. Également connu sous le nom de tueur de la rivière verte, Ridgway a assassiné 49 femmes, ce qui fait de lui le deuxième tueur en série le plus prolifique de l'histoire des États-Unis. Rendons-nous à la cour supérieure du comté de King, à Washington, où ce tueur est sur le point de faire face aux conséquences de ses actes devant un tribunal. Découvrons le verdict. Gary Leon Ridgway est né le 18 février 1949 à Salt Lake City, dans l'Utah, dans un foyer perturbé où ses parents se disputaient souvent violemment. Son père avait un mépris particulier pour les travailleurs du sexe, et sa mère était décrite comme dominatrice. À l'âge adulte, Ridgway était décrit comme très religieux, mais selon les femmes de sa vie, dont ses 3 ex-femmes et plusieurs ex-copines, il avait un appétit sexuel insatiable. Elles ont déclaré qu'il exigeait d'elles des rapports sexuels plusieurs fois par jour. Souvent, il voulait avoir des relations sexuelles dans un lieu public ou dans les bois, où les corps de ses victimes étaient retrouvés plus tard. Ridgway lui-même a admis avoir une fascination pour les travailleuses du sexe, avec lesquelles il entretenait une relation d'amour et de haine. Il se plaignait souvent de leur présence dans son quartier, mais il profitait aussi régulièrement de leur service. Entre 1982 et 1984, Ridgway a commencé à assassiner des adolescentes et des femmes, dont beaucoup étaient des travailleuses du sexe ou des fugueuses. Il venait chercher ses victimes, leur montrant parfois une photo de son fils, pour les inciter à lui faire confiance. Une fois la confiance gagnée, il s'engageait dans une activité sexuelle et, après quelques minutes de rapport sexuel par derrière, Ridgway enroulait son avant-bras autour de leur cou
et utilisait l'autre bras pour tirer le plus fort possible vers l'arrière, les étranglant ainsi. Il tuait la plupart de ses victimes chez lui, dans son camion ou dans un endroit isolé. La plupart de leurs corps étaient jetés dans des zones boisées autour de la Green River, de l'aéroport international de Seattle-Tacoma et d'autres décharges dans le comté de South King. En fait, Ridgway aurait assassiné pas moins de 71 victimes. Il a même déclaré en avoir tué tellement qu'il en avait perdu le compte. Le 7 avril 1987, la police a prélevé des échantillons de cheveux et de salive sur Ridgway, qui ont ensuite été soumis à un profilage ADN, ce qui a conduit à son arrestation. Dans ses aveux, il a reconnu qu'il ciblait les prostituées parce qu'elles étaient faciles à attraper et qu'il détestait la plupart d'entre elles. Il a également déclaré avoir eu des relations sexuelles avec les corps de ses victimes après les avoir tuées, mais il a affirmé avoir commencé à enterrer les dernières victimes pour pouvoir résister à l'envie de commettre des actes de nécrophilie. Au début du mois d'août 2003, des rapports indiquaient que l'équipe de défense de Ridgway était sur le point de conclure un accord de plaidoyer qui lui épargnerait la peine de mort en échange de ses aveux sur un certain nombre de meurtres commis à Green River. Le 5 novembre 2003, Ridgway a plaidé coupable à 48 chefs d'accusation de meurtre, aggravés au premier degré, dans le cadre d'un accord conclu en juin qui lui épargnerait la peine de mort en échange de sa coopération pour retrouver les restes de ses victimes et fournir d'autres détails. Tout au long de la procédure judiciaire, Ridgway n'a jamais montré le moindre signe de remords. Cependant, les choses vont prendre une tournure plutôt émotionnelle lorsque le père de l'une des victimes de Ridgway choisit de pardonner au tueur. De manière surprenante, ce simple acte de pardon dévoile une facette du tueur de la Rivière Verte qui a véritablement stupéfié le tribunal et même la nation. C'est ce discours et celui qu'il a prononcé après sa condamnation qui ont été les plus proches des remords que le tribunal ait vus de la part de Ridgway. Le 18 décembre 2003, Gary Leon Ridgway a été condamné à 48 peines de prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle, à purger consécutivement. Il a également été condamné à une peine supplémentaire de 10 ans pour falsification de preuves pour chacune des 48 victimes, ce qui ajoute 480 ans à ses 48 peines de prison à perpétuité. Plus tard, il a été condamné à une autre peine d'emprisonnement à perpétuité après la découverte des restes de sa 49e victime. Dennis Rader. Si vous pensiez que Ridgway était un tueur impitoyable, attendez de rencontrer le tueur BTK qui a assassiné au moins 10 personnes au Kansas. Contrairement à Ridgway, qui s'en prenait surtout aux femmes, Rader était prêt à tuer n'importe qui, homme, femme ou enfant. Prenez place au tribunal pénal du comté d'Anderson, au Kansas, où Rader est sur le point d'être condamné. Découvrons ce que sera le verdict et surtout sa réaction à sa condamnation. Lorsque l'on examine les débuts de la vie de Dennis Lynn Rader, le tueur de Bean Torture Kill, on a l'impression qu'il était destiné à une vie criminelle. Dès son plus jeune âge, Rader nourrissait des fantasmes sexuels sadiques consistant à torturer des femmes piégées et sans défense. Très jeune, il torturait, tuait et étranglait souvent de petits animaux. Il espionnait également ses voisines en portant des vêtements féminins, y compris des sous-vêtements qu'il avait volés, et se masturbait avec des cordes ou d'autres liens autour des bras et du cou. À l'âge adulte, Rader était religieux et membre de l'église luthérienne du Christ à Wichita. Il a même été élu président du conseil de l'église et était également chef des louveteaux. Largement considéré par ceux qui le connaissaient comme normal, poli et bien élevé, il menait une double vie, celle d'un bon mari fidèle, tout en nourrissant secrètement des fantasmes pervers et en portant même des vêtements de femme et un masque de femme lorsqu'il était ligoté. Le 15 janvier 1974, Rader a assassiné 4 membres de la famille Otero à Wichita, au Kansas. Leurs corps ont été découverts par les 3 enfants, les plus âgés de la famille, qui étaient à l'école au moment des meurtres. À partir de là, Rader a continué à assassiner d'autres victimes, sa méthode étant de lier, torturer et tuer, ce qui lui a valu le surnom de BTK Killer. Outre ces meurtres, Rader envoyait souvent des lettres de raillerie à la police, revendiquant la responsabilité des meurtres qu'il avait commis. Il réclamait également l'attention du public, suggérant des noms pour l'appeler, dont BTK. Dans l'une de ses lettres, il écrit même « Combien dois-je en tuer avant d'avoir un nom dans le journal ou de bénéficier d'une attention nationale ?» Il affirmait également être poussé à tuer par le facteur X, qu'il qualifiait d'élément surnaturel motivant, également Jack l'Éventreur, le fils de Sam et les étrangleurs de Hillside. De nombreuses occasions d'arrêter Rader se sont présentées, mais la police n'a cessé de commettre des erreurs au cours de l'enquête. Cependant, les choses vont prendre une autre tournure lorsque Rader, dans l'une de ses lettres à la police, demande si ses écrits, s'ils sont placés sur une disquette, peuvent être tracés ou non. La police a répondu à sa question en affirmant que c'était le cas. Le 16 février 2005,
Raider a envoyé une disquette Memorex violette de 1,44 mégaoctets à la chaîne Fox KSAS TV de Wichita. Cependant, il ne savait pas que la police avait découvert des métadonnées intégrées dans un document Microsoft Word supprimé qui était stocké sur la disquette. Les métadonnées contenaient les mots Christ Lutheran Church et le document était marqué comme ayant été modifié pour la dernière fois par Denny. La police a ensuite obtenu un mandat pour tester un frottis prélevé sur la fille de Raider à la clinique médicale de l'Université d'État du Kansas, qui a révélé une correspondance familiale. Le 25 février 2005, Raider a été arrêté et inculpé de 10 chefs d'accusation pour meurtre au premier degré. Tout au long de son arrestation et de son procès, Raider n'a montré aucun remords pour les meurtres. En fait, lors de sa condamnation, Raider s'est lancé dans un discours décousu de 30 minutes qui pourrait très bien être assimilé à un discours d'acceptation des Oscars. Finalement, Raider a été condamné à 10 peines de prison à vie consécutive, avec un minimum de 175 ans, puisque le Kansas n'appliquait pas la peine de mort à l'époque des meurtres. Joseph DeAngelo. Tout comme Raider, Joseph DeAngelo a mené une double vie qui a empêché quiconque de deviner qu'il était un tueur en série prolifique. Également connu sous le nom de Golden State Killer, DeAngelo, qui était un ancien policier, a commis au moins 13 meurtres, 51 viols et 120 cambriolages dans toute la Californie entre 1974 et 1986. Notre prochaine affaire se déroule au tribunal supérieur du comté de Sacramento, où DeAngelo est sur le point d'être condamné pour la série de crimes qu'il a commis. De mai 1973 à août 1976, Joseph DeAngelo a été officier de police de l'unité des cambriolages à Exeter, avant de déménager à Auburn et d'y rester jusqu'en juillet 1979. Cependant, il a été arrêté et licencié pour avoir volé à l'étalage un marteau et un répulsif pour chien en octobre 1979. Ce que la police et la communauté ne savaient pas, c'est que sa formation en justice pénale et sa connaissance des procédures d'enquête de la police l'aideraient à aiguiser ses talents de tueur en série. En 1974, une série de cambriolages s'est répandue dans la vallée de San Joaquin et le voleur a été surnommé The Visalia Ransacker. Il a opéré jusqu'en 1975 et on estime qu'il a cambriolé au moins 100 maisons. Le Visalia Ransacker mettait souvent à sac des sous-vêtements féminins et ne volait que de petits objets. En 1976, un nouveau criminel est apparu dans la région de Sacramento, le East Area Rapist, qui s'attaquait souvent aux maisons habitées par des femmes célibataires. Décrit comme un homme masqué, il traquait ses victimes à l'avance et apprenait leurs habitudes. Il s'introduisait ensuite dans leur maison, laissant derrière lui des ligatures qu'il utilisait à son retour. En plus de violer ses victimes féminines, il s'attaquait également au couple. Il obligeait l'homme à se mettre face contre terre et empilait la vaisselle sur son dos, menaçant de tuer tous les habitants de la maison s'il les entendait s'entrechoquer, avant d'agresser sexuellement la femme à plusieurs reprises. Alors que la police luttait contre les crimes du violeur d'East Area, un nouveau criminel est apparu dans les comtés de Santa Barbara, Ventura et Orange, surnommé le Original Night Stalker. Ces crimes reflètent ceux du violeur d'East Area, à la seule différence qu'il matraque et tue ses victimes par balle. Au moins 10 personnes ont été sauvagement assassinées par l'Original Night Stalker. Il a même passé des appels téléphoniques menaçants à ses victimes survivantes. Tous les moyens pour attraper les 3 criminels semblent impossibles. Ce que la police ignorait, c'est que les crimes du saccageur de Visalia, du violeur de la région Est et du harceleur nocturne original avaient tous été commis par une seule et même personne, Joseph DeAngelo. C'est Michelle McNamara, auteur du livre I'll Be Gone in the Dark sur le tueur de l'État d'Or, qui a suggéré que les preuves ADN permettraient de mettre la main sur le tueur. Il s'avère qu'elle avait raison. Le 24 avril 2018, DeAngelo, aujourd'hui âgé de 74 ans, a finalement été arrêté et inculpé de 13 chefs d'accusation de meurtre au premier degré, ainsi que d'enlèvement et de viol. Il a avoué avoir eu une personnalité intérieure nommée Jerry, qui l'a poussé à commettre la vague de crimes qui s'est terminée brutalement en 1986. Le 29 juin 2020, dans le cadre d'un accord de plaidoyer visant à éviter la peine de mort, DeAngelo a plaidé coupable de 13 chefs d'accusation de meurtre au premier degré et de circonstances particulières, y compris des meurtres commis lors de cambriolages et de viols, ainsi que de 13 chefs d'accusation d'enlèvement. Le 21 août 2020, DeAngelo a été condamné à plusieurs peines de prison à vie consécutive, sans possibilité de libération conditionnelle. Voici sa réaction à l'annonce de sa condamnation. Michael Swanson. Contrairement à Joseph DeAngelo et aux autres tueurs en série de cette liste, Michael Swanson, âgé de 17 ans, ne correspondait pas à la définition classique d'un tueur en série. Cependant, il a brutalement assassiné 2 personnes en l'espace de quelques heures. Bien que ces crimes n'aient pas été aussi prolifiques
que ceux des autres accusés de cette liste, le cas de Swanson se distingue particulièrement par son absence totale de remords. Prenez place au tribunal du comté de Kossuth, dans l'Iowa, où Swanson est sur le point d'être condamné et où la cour va être témoin des détails horribles de son crime. Le 15 novembre 2010, Michael Swanson, armé d'une cagoule et d'une arme de poing volée, s'est rendu à la station-service Crossroads à Algona, dans l'Iowa. Il était un peu plus de 21 h lorsqu'il est entré dans le magasin, où Vicky Bowman Hall, 47 ans, se trouvait derrière le comptoir. Il lui a demandé de lui donner de l'argent et des cigarettes. Craignant pour sa vie, elle a immédiatement coopéré avec Swanson, espérant que sa coopération lui épargnerait la vie. Malheureusement, elle s'est trompée, car dès que Swanson a reçu son loup, il l'a abattu. Environ 1 heure plus tard, M. Swanson arrive à la supérette Come and Go de Humboldt, dans l'Iowa. Sheila Myers, une femme de 61 ans, travaillait à son poste, totalement inconsciente du danger imminent. Swanson est entré dans le magasin, son masque de ski cachant toujours son visage, et s'est approché de Myers. Dans son cas, il n'a rien exigé. Au lieu de cela, sans aucun avertissement ni provocation, Swanson a sorti son arme de poing volée et a tiré sur Myers, mettant fin à sa vie en un instant. Il n'a pas fallu longtemps à la police pour identifier le jeune homme de 17 ans comme étant le tueur et l'arrêter. Si l'âge du criminel qui a commis ces crimes horribles est choquant, le tribunal et même la nation seront encore plus stupéfaits par l'absence totale de remords de Swanson au cours de son procès. À plusieurs reprises au cours de la procédure judiciaire, il a été surpris avec un sourire aux lèvres. En fin de compte, Swanson a été condamné à 2 peines de prison à vie consécutive et, pour son manque de regret, le juge l'a qualifié de démoniaque. Ronnie O'Neill. Contrairement à Popkov, Ronnie O'Neill ne s'est pas fait connaître comme un tueur en série prolifique. Cependant, il a brutalement assassiné son ex-compagne et tué leur fille de 9 ans avec une hachette. Ses victimes auraient été au nombre de 3 si son fils de 8 ans n'avait pas survécu au coup de couteau que Ronnie lui a infligé. Notre dernière affaire se déroule à la 13e cour judiciaire de Floride, où Ronnie O'Neill est sur le point d'être condamné dans une affaire choquante, d'autant plus qu'il a agi comme son propre avocat, faisant preuve d'une absence de remords épouvantable. Le 18 mars 2018, vers 23 h HAE, le bureau du shérif du comté de Hillsborough a reçu un appel étrange au 911 d'une femme en pleurs avec une voix masculine en arrière-plan. Quelques minutes plus tard, à 23h51, un autre appel au 911 a été passé. Cette fois, l'appelant était Ronnie O'Neill III, qui avait l'air bizarre et agité. Il affirme avoir été attaqué par des démons blancs et accuse Kenyatta, son ex-petite amie qu'il appelle Kiki, d'avoir tenté de lui ôter la vie. Dans une confession choquante, il a déclaré « Je viens de la tuer » et a donné l'adresse de leur domicile. Lorsque les adjoints sont arrivés sur les lieux, ils ont été confrontés à un spectacle d'horreur pure. Le corps de Kenyatta Baron gisait sans vie dans le jardin. Ronnie III avait également battu sa fille, Ronnie Veya, avec une hachette, la tuant, et avait poignardé son fils, Ronnie IV, le blessant grièvement. Il a ensuite mis le feu à leur maison, mais Ronnie IV a pu s'échapper de la maison en flammes, avec des coups de couteau et des brûlures. Avant d'être emmené à l'hôpital, l'enfant de 8 ans a déclaré à un inspecteur « Mon père a tiré sur ma mère. Le comportement de Ronnie O'Neill III dans la salle d'audience a été choquant, car il a agi comme son propre avocat. » La nation a assisté à la représentation de Ronnie O'Neill III dans un procès qui a donné lieu à l'une des manifestations les plus irrespectueuses dans un tribunal. Dès le début, le comportement d'O'Neill a été erratique et conflictuel. Il élevait la voix, criant dans la salle d'audience comme un prédicateur fanatique. Tout au long du procès, Ronnie a insisté avec véhémence sur son innocence et a même accusé la police d'avoir fabriqué des preuves contre lui. Mais la partie la plus bouleversante du procès a eu lieu lorsque le jeune Ronnie IV a été amené à témoigner contre l'homme qui avait tenté de mettre fin à sa vie, celui qu'il appelait son père. La salle d'audience a retenu son souffle lorsque Ronnie a confirmé que son père l'avait bel et bien poignardé et avait assassiné sa mère et sa sœur. Ronnie O'Neill a finalement été reconnu coupable des charges retenues contre lui, à savoir meurtre au 1er degré, tentative de meurtre au 1er degré, maltraitance d'enfants et incendie criminel, entre autres. Il a été condamné à 3 peines consécutives de prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle, plus 90 ans. On aurait pu penser que c'était la fin pour Ronnie, mais il avait ceci à dire à la salle d'audience. Alors que nous terminons notre exploration des tueurs en série les plus diaboliques, réagissant à des condamnations à perpétuité, leurs crimes odieux servent de rappel obsédant de la noirceur qui peut se cacher au sein de notre société. Si vous avez apprécié cette vidéo, cliquez sur les cartes qui s'affichent sur vos écrans pour découvrir d'autres vidéos fascinantes comme celle-ci, et je vous attends.